toujours assez impressionnant d'être à cette place. Donc, moi, j'admire les orateurs que nous allons écouter tout de suite. Je suis la directrice de la DMR du Gaillacois. Delphine représente donc l'association de la maison Astrolabe, Et Marjorie n'a pas voulu venir avec nous, représente donc le CCAS de Gaillac et la mairie. Donc les trois institutions qui sont associées pour cet événement, qui est le premier pour les Journées nationales de l'Iran. Donc on commence ce soir avec cette conférence et sera suivi jeudi prochain du Forum des Idans avec 3 tables rondes à côté dans la salle du spectacle. Voilà. Aussi dans le hall d'accueil une exposition sur les jeunes aidants faite par la photographe qui est là ce soir, qui s'appelle Margot. Et bien, vous pourrez aussi acheter le livre du professeur Eric Fiat et il vous le dédicacera en fin de conférence. Donc, je vous laisse la place. Donc, Christophe Pacifique va démarrer cette soirée qui sera fabuleuse. À tout à l'heure. Marc m'a dit de faire un petit signe quand je l'ai parlé. Je dois remercier bien sûr tous les organisateurs qui nous ont permis et qui ont décidé. C'est un challenge courageux de donner la voix à la philosophie ce soir et avec le sentiment que cette soirée, je suis entouré pas de gens, mais des gens qui ressemblent à des amis. J'ai beaucoup embrassé ce soir, pas pour parler, mais j'ai beaucoup embrassé les gens qui sont arrivés ce soir. Ça veut dire qu'on se connaît. Il y a déjà une fibre sur cette voie philosophique, donc je tenais à vous en remercier. Et bien sûr, il y a des amis, mais même derrière ces lumières, j'apprends avec surprise que l'ingénieur du son fait partie aussi de ses amis lointains, qui m'a offert une culture de la musique, c'était merveilleux. Des gens formidables comme le professeur Eric Fiat, qui m'a permis de faire mon cursus universitaire, que j'admire bien sûr, et que j'espère, en tout cas, il a mon amitié, et que j'espère en retour la sienne, évidemment. Donc, le challenge ce soir, pour introduire son propos, en tout cas, c'est de tenter un parallèle entre la figure de l'ogre. Vous vous rappelez de cet ogre, on nous a tous raconté des histoires quand nous étions enfants, avec un ogre, vous savez, ce géant qui dévore les petits-enfants, qui dévore la chair fraîche. Cette horreur, et même en discutant, j'avais un grand-père qui me disait « Oh non, moi je peux pas raconter des histoires avec un ogre à ma petite fille ». Et donc on voit que la figure de l'ogre reste quand même très prégnante dans notre inconscient et dans le sens que ça a. L'idée que je vous propose ce soir, c'est de transférer cette figure de l'ogre dans l'archétype, dans son origine, d'où ça sort, et de le faire glisser dans la maladie et de la rapprocher de ce qui se passe dans le triangle du patient, de l'aidant et du soignant. Et on va voir qu'il y a une forme de contamination de cette ogritude et de cette dévoration qui peut passer tant du malade au soignant et à l'aidant. Alors, pour comprendre un peu l'origine de cette affaire, d'où sortent les ogres, d'où nous est venue cette idée de raconter des histoires d'ogres à nos enfants. Alors, il faut savoir que, en tout cas, j'ai pas trouvé mieux que ça. L'archétype de l'ogre, ça vient de la mythologie grecque, et il s'agit de Cronos. Cronos est un dieu des premiers dieux. Vous savez que les premiers, c'est Ouranos et Gaïa. Ouranos, qui symbolise le ciel, et Gaïa, la terre. Ouranos était sans arrêt sur la terre, en train de la prendre et de copuler avec elle. Et Gaïa ne pouvait même pas enfanter tellement Ouranos était présent dans cette copulation. Et donc Gaïa, qui avait réussi quand même déjà à enfanter certains enfants, et notamment un enfant qui s'appelait Cronos, lui dit « Fais quelque chose, j'en peux plus, je t'en prie, libère-moi de cet Ouranos qui m'empêche d'enfanter. »
et je deviens grosse à n'en plus pouvoir, il faut faire quelque chose. Et Cronos prend une faucille en pierre, alors bon, tous ces petits détails, dans la mythologie, ça n'a pas beaucoup de sens, mais c'est comme ça que ça se raconte. Il prend une faucille, et quand Ouranos se rapproche pour copuler avec Gaïa, il va lui couper les parties génitales avec sa serpe. Depuis ce temps-là, on est relativement tranquille, il a repris son statut de ciel, et avant que le ciel nous retombe sur la tête, j'ai envie de dire qu'il va y réfléchir à deux fois en sachant le danger qui le guette, donc de se rapprocher trop près de la terre. Donc les Celtes, les Gaulois tels que nous les connaissions, en tout cas par bien sûr la littérature fiable, nous avons Astérix et Obélix, je pense que c'est ça. La peur que le ciel nous tombe sur la tête, libérons-nous de ça, je pense que nous sommes épargnés par ça. Donc, voilà comment ça se passe, et Cronos, lui, Ouranos va lui jeter un sort et va lui expliquer que ce qu'il lui a fait à Ouranos, eh bien, une malédiction sera posée sur Cronos, et cette malédiction, ce sera qu'un de ses enfants, Cronos, lui fera le même sort et va le destituer pour régner à sa place. Et donc, pour éviter qu'un de ses enfants le destitue, eh bien, Cronos va dévorer tous les enfants qui vont naître de Rhea, puisque c'est sa femme, mais aussi sa sœur, mais ça ne va pas être inquiétant, c'est-à-dire que dans la mythologie, au départ, il fallait bien aussi se développer. Donc, Cronos et Rhea vont faire des enfants, et Rhea, à chaque enfant qu'elle va faire, Cronos va le dévorer. Voilà la première figure de l'ogre. Je regrette de ne pas vous montrer de magnifiques tableaux, notamment de Francisco de Goya et de Paul Rubens, qui ont mis en scène et en peinture cette dévoration de Cronos sur ses enfants. À l'occasion, allez voir sur Internet, vous verrez, ces tableaux sont magnifiques, ou dans les musées encore mieux, c'est comme ça qu'il faut les regarder. Donc Cronos dévorant ses enfants pour conserver la toute-puissance, c'est ça l'idée. C'est que la puissance, pour garder cette omnipotence, elle va être obligée d'évacuer tout ce qui va la mettre en danger. Et donc ce qui la met en danger, c'est un futur enfant qui risque de lui prendre le pouvoir, jusqu'à ce que Rhea va lui jouer un tour, elle va masquer un bébé dans un lange, en fait c'est une pierre, et elle va prendre le bébé, elle va l'envoyer en Crète pour qu'il puisse grandir tranquillement, et Cronos va être donc on va trahi, et il va penser avaler le bébé, mais il va avaler une pierre entourée de langes, pensant qu'il avale ce nouveau bébé. Et cet enfant qui part donc en Crète et qui va grandir avec une chèvre qui va l'allaiter, qui s'appelle Amalthée, ça donne aussi des liens avec le commerce actuel et de ce qu'on trouve dans les supermarchés. Eh bien, Cronos va être, à un moment donné, mis en difficulté par cet enfant qui va grandir, et cet enfant s'appelle Zeus. Et Zeus va réussir, évidemment, à destituer Cronos, l'envoyer dans le Tartare, pour qu'il y finisse ses jours. Il va libérer ses frères et ses sœurs, qui étaient les Hécatonchyres et les Cyclopes. Et donc, là, le monde va se rééquilibrer, et l'ogre va perdre la partie. Donc, là, je vous ai donné l'archétype de l'ogre. L'idée, c'est d'imaginer que cet ogre, donc, dans cette idée de dévoration, puisque c'est sa fonction, l'ogre, c'est de dévorer, eh bien, cet ogre n'est pas exclu de cette triade que nous pouvons imaginer entre le patient, le soignant et l'aidant. D'abord, chez le patient, eh bien, on entend dans le langage courant que la maladie nous ronge, que la maladie nous dévore. Il y a encore cette idée, vous voyez, dans le vocabulaire, toute cette sémantique autour de la dévoration. D'avoir le sentiment qu'on est dévoré de l'intérieur, on peut donc avoir un ogre intérieur quand on se sent malade et aliéné par cette force et cette puissance intérieure qui va prendre le pas sur notre vulnérabilité. L'ogre ne va pas se risquer à essayer de dévorer un autre ogre. Évidemment, l'ogre, il va essayer de dévorer la facilité, c'est-à-dire tout ce qui est vulnérable, la chair fraîche, le bébé, qui est encore plus vulnérable parmi les vulnérables, cet être nu qui va se donner dans sa toute vulnérabilité. Alors,
les figures de l'ogre, on va les retrouver aussi dans l'Odyssée avec Homère. Vous voyez que vraiment les archétypes sont très présents, et notamment chez les cyclopes, et notamment avec l'Odyssée d'Ulysse. Vous savez, quand il se retrouve dans l'île de Polyphème, enfin, le Polyphème qui va attraper Ulysse et ses marins, et il va en manger quelques-uns. L'ogre aime la chair fraîche et crue, vous voyez, par rapport à d'autres qui pourraient la manger cuite. Non, l'ogre, lui, c'est vraiment de la chair fraîche et de la chair crue qu'il lui faut. Le cyclope, lui, il va la faire cuire, c'est-à-dire qu'il va prendre les marins, il va les tuer et va les mettre à la broche. C'est quelques images que nous avons en tête. Et je m'aperçois que j'ai mis un réveil pour ne pas être trop bavard, donc il va falloir que j'accélère. Donc tout ça pour vous dire que il y a en principe un happy end dans toute la mythologie et les histoires que nous avons reçues des ogres. Autant chez Cronos qui finit au Tartare, autant Polyphème qui va se retrouver donc aveugle avec son seul œil, avec la ruse d'Ulysse. Mais sur des mythes plus récents, notamment sur les mythes du petit poucet ou du chat botté, l'ogre aussi va perdre la partie, mais à chaque fois à trois conditions, c'est-à-dire qu'il faut que l'ogre soit évidemment violent, méchant et détestable. La première condition, il faut qu'il y ait une ruse, il faut qu'il y ait l'énergie de mettre en œuvre cette ruse, et le courage aussi de la mettre en œuvre. On voit que ces trois conditions sont essentielles pour gagner la partie sur l'ogre. Ça veut dire qu'il faut beaucoup d'énergie pour vraiment anéantir l'ogre. Et le happy end ne peut arriver que vraiment si on met en marche ce triptyque. Donc l'idée, c'est de connaître ses limites, de savoir, comme le disait Marc Aurèle, avoir la sérénité d'accepter les choses qu'on ne peut pas changer, le courage de changer les choses qu'on peut changer, et surtout avoir la sagesse de faire la différence entre les deux, entre ce qu'on peut changer et ce qu'on ne peut pas changer. Il faut une vie à peu près pour chaque phrase pour essayer de pouvoir les assimiler. Donc, dans l'idée du soignant surhumain, hyper puissant, nous avons des séries télévisées même comme Nurse Jackie, peut-être vous avez vu ça, l'infirmière parfaite, très puissante, et on valorise aussi le métier des soignants comme un soignant super puissant. Pour être super puissant, il faut ne pas avoir été contaminé par un ogre. Le soignant lui-même peut être contaminé. Quand le soignant est épuisé, eh bien l'ogre va l'habiter, et pour devenir un ogre, le soignant risque de dévorer son propre patient. Il y a tellement d'histoires juridiques qui nous montrent que des soignants ont pu dévorer leurs patients. Le patient lui-même, son ogre intérieur, peut s'extérioriser. Il peut arriver même à dévorer son aidant. Et on voit des aidants qui s'épuisent et qui s'éreintent à essayer de donner de l'amour et de l'aide, mais qui vont se faire dévorer eux-mêmes par l'ogre du patient. Si bien que, pour se sauver, l'aidant peut lui aussi être contaminé par cet ogre et arriver à dévorer son proche qu'il est logiquement, il est logiquement prévu qu'il l'aide. Et l'aidant peut devenir ainsi maltraitant, et de cette façon, de plein de façons différentes, la maltraitance peut se mettre en œuvre. Alors peut-être, quelle solution on pourrait donner? Eh bien, j'en ai trois en tout cas que je propose ce soir. C'est trois solutions philosophiques. La première, ce sera d'Hippocrate. La deuxième, Hippocrate et Lévinas, on a vite fait. De l'amour, alors de l'amour plein, surtout remplissez-vous d'amour. Et je sais qu'il y a des étudiants en soins infirmiers ici que je salue et que je remercie d'être là. Remplissez-vous d'amour, parce que plus vous serez plein d'amour et plus vos réponses seront de l'amour. Par contre, si vous laissez la place à plein d'autres choses qui soient plus salies, le risque, ce serait d'avoir des réponses qui pourraient être autre chose que de l'amour. Donc l'idée, c'est que plus vous êtes plein d'amour pour répondre à vos patients, et plus vous avez de chances de répondre avec de l'amour. Et puis il y a la sieste. La sieste est une solution philosophique aussi formidable, puisqu'elle est dans l'idée du répit, et que pour chaque protagoniste, cette sieste et ce répit soient
possible. Que chacun puisse se récréer, se reconstruire pour avoir toute l'énergie qu'il faut. Alors, une petite phrase juste, Lévinas, bien sûr, c'est l'éthique du souci d'autrui, avec cette obligation morale de répondre « me voici » devant la vulnérabilité d'autrui. Je voudrais conclure par une phrase d'Hippocrate. Hippocrate, il nous a donné ce principe de non-malfaisance, qui est d'une puissance rare en éthique et en philosophie, bien sûr. Une puissance rare parce qu'il nous oblige à ne pas nuire aux patients, mais on se souvient de ce principe de non-malfaisance avec 3 mots latins qui sont primum non nocere. En premier, ne pas nuire. En premier, ne pas nuire aux patients. Bon, c'est dommage de ne se rappeler que de ça, parce que d'abord c'est du latin et que Hippocrate était grec. On pourrait déjà s'interroger, dit pourquoi Hippocrate était grec et qu'on se souvient d'une phrase en latin, il y a un bug quelque part. Le bug, c'est Galien qui a traduit Hippocrate en latin, mais il l'a traduit qu'à moitié. Hippocrate, il nous a dit ceci, et vous verrez qu'un peu de grec, pour aller dormir, c'est parfait, ça nous fait un bien fou. Il nous dit ceci: Askein perita nausemata, duo ophelein eme blaptein. Je traduis. Askein, quand on s'interroge, péri autour, ta nausemata, de la maladie, il faut avoir en tête 2 choses: duo ophelein, soulager, eme blaptein, et ne pas porter atteinte. On voit bien que dans ce principe hippocratique de non-malfaisance, il est plus complet que le primum non nocere parce que il y a soulager et ne pas nuire en même temps, et ne jamais perdre de l'idée, de l'esprit, que chaque fois dans la relation pour un soignant vis-à-vis d'un patient, d'avoir toujours l'intention de soulager et de ne jamais lui nuire. Dans cette idée, c'est une façon, peut-être, d'avoir de la ruse, d'avoir de l'énergie et de combattre les autres autant qu'ils soient et à chaque fois qu'ils peuvent nous apparaître. Je vous remercie de votre attention. Je laisse donc la parole à mon maître et ami Éric Fiat. Nous avons, Christophe et moi, ce rite qui peut-être ne dit pas grand-chose aux plus jeunes d'entre vous, mais ceux qui étaient déjà un peu grands en 1998 se souviennent que lors de la Coupe du Monde de football, comme disait mon grand-père, qui a eu lieu en France cette année-là, eh bien, il y avait un moment où l'un des joueurs baisait le crâne d'un autre joueur. C'était l'époque où Jacques Chirac était président de la République. Et rendons-lui hommage, je vais parler pas mal de l'angoisse ce soir, de l'angoisse de l'aidant, de l'angoisse du soignant, de l'angoisse du malade. Mais avant que de parler d'angoisse, parlons un peu de joie. Et il me semble que Chirac nous a donné une image inoubliable de la joie. Ce jour, vous savez, où la France a gagné. Nous sommes en finale de la Coupe du Monde de football, disait mon grand-père, et la France s'oppose au Brésil. Petit miracle, la France mène 1-0, puis 2-0, puisqu'un certain Zinedine Zidane a marqué 2 buts de la tête. Mais nous avons très peur, parce que comme disait Coluche à l'époque, le foot c'est un sport qui se joue à 11 et la France perd à la fin, puisque depuis des années la France n'a jamais gagné. Et puis petit miracle, à peu près 20 minutes avant la fin du match, un certain Emmanuel Petit, je crois, marque un but. Et à ce moment-là, on a vu Chirac illustrer la joie. À ces mots, le Chirac ne se sent pas de joie. Il ouvre un large bec et laisse tomber sa proie. Et donc, avec Christophe, qui est parmi mes élèves, en effet, un des plus chers, nous avons ce petit rite d'introduction. Merci Christophe, votre introduction était plus qu'une introduction.
pleine de richesse, de poésie. C'était absolument formidable et il faut que je relève le défi, ça n'est pas si facile. Les idées sont les succédanés des chagrins. Cette formule est de Marcel Proust, lequel Proust ajoute que quand un chagrin se transforme en idée, il fait déjà moins mal et même donne au cœur l'aube d'une certaine joie. Les idées sont les succédanés des chagrins. Formule de Proust qui ajoute que quand un chagrin se transforme en idée, il fait déjà moins mal et même donne l'aube d'une certaine joie. Si j'ai choisi ce mot de Proust comme épigramme à cette causerie vespérale, épigramme, causerie vespérale, c'est du lourd tout de suite. N'ayez pas peur, ça veut simplement dire une conférence qui a lieu le soir, au moment des Vêpres, enfin un peu plus tard. C'est parce que, en effet, je dois vous avouer que ce qui m'a conduit à écrire sur la fatigue, mais surtout à réfléchir au statut des aidants, comme on les appelle aujourd'hui, c'est un chagrin. Ce chagrin qui m'est venu dans ma vie personnelle, de voir à quel point notre monde, il y a quelques années, ça commence à changer et j'en suis très heureux, de voir à quel point notre monde, il y a quelques années, était sourd et aveugle aux fatigues des aidants, au chagrin des proches. Tout se passait en effet comme si les proches, qu'on appelle aujourd'hui les aidants, eh bien, n'avaient pas le droit de se plaindre. Et en effet, qui a le droit de se plaindre? Eh bien, cette jeune femme, hier si belle, est maintenant découronnée par la chimiothérapie, un sein en moins, sur un lit d'hôpital avec des protections. Elle est si fragile qu'elle ne peut plus aller aux toilettes seule et qui va bientôt mourir. Mon Dieu, elle a bien le droit de se plaindre, elle. Elle ne va pas se plaindre son mari qui gambade, qui court, dont toutes les facultés sont intactes. Qui a le droit de se plaindre? Eh bien, ce professeur d'université dont les facultés étaient brillantissimes et qui sent à cause d'Alzheimer progressivement ses facultés disparaître et progressivement perdre le souvenir et les mots et la décence et la pudeur, par son épouse qui l'accompagne. Qui a le droit de se plaindre? Eh bien, cet enfant lourdement handicapé, après qu'il a eu un choc frontal, il était en bicyclette, il était en pleine forme, et un tracteur lui est entré dans le crâne, et le voilà traumatisé crânien. C'est lui qui ne peut plus rien faire seul, ni manger, ni aller aux toilettes, qui a le droit de se plaindre. Pas sa mère qui doit s'occuper de lui. Et en effet, mon chagrin, le chagrin inaugural qui m'a conduit à réfléchir au statut des proches, qu'on appelle aujourd'hui les aidants, eh bien, vient du fait que pendant en effet très longtemps, on a été assez sourd à la souffrance des aidants, aveugle à la souffrance des aidants. Il y a une très belle expression dans la langue française, bon, peut-être que les plus jeunes d'entre nous l'ont oublié parce qu'aujourd'hui on n'écrit plus beaucoup de lettres. On envoie des textos, des mails. Mais on disait il n'y a pas si longtemps qu'une lettre qui n'était pas arrivée à son destinataire était une lettre en souffrance. Chez les postiers, chez les facteurs, on disait qu'une lettre qui n'est pas arrivée à son destinataire, c'est une lettre en souffrance. Cette expression est magnifique parce que si on renverse l'expression, on va peut-être dire que justement, il n'est pas de pire souffrance que celle qui ne trouve pas son destinataire. Il n'est pas de pire souffrance que celle qui ne peut pas se dire, ou alors que celle qui, après qu'elle s'est dite, eh bien, n'est point écoutée, voyez, ou alors ne trouve des interlocuteurs que indifférents, sourds, etc. Je me souviens du très beau discours que François Mitterrand avait prononcé, de la très belle oraison funèbre que François Mitterrand avait prononcée sur la place de Nevers en l'honneur de Pierre Bérégovoy, après que Pierre Bérégovoy, ancien Premier ministre, s'était suicidé. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Le 1er mai 1993, Pierre Bérégovoy se suicide. Quelques jours après, Mitterrand prononce une oraison funèbre, presque aussi belle que celle de Bossuet, où il parle du suicide de Bérégovoy. Et à un moment, il dit, à propos du suicide, la chose suivante. Dans cet acte,
grandeur se mêle au désespoir. Grandeur d'un homme qui a su choisir son destin, désespoir d'un homme qui a souffert à n'en pouvoir se plaindre, à ne pouvoir le dire. Toutes les explications du monde seront justifiées qu'on est jeté au chien meneur d'un homme, et finalement, enfin ça qu'importe. Et en effet, cette formule est magnifique. Souffrir à n'en pouvoir se plaindre, à ne pouvoir le dire. La pire des souffrances, c'est celle qui ne peut pas se dire. Ou alors celle qui, s'étant dite, n'est pas écoutée. Eh bien, mon chagrin est que pendant des années et des années, la souffrance des aidants, soit n'osait se dire, soit quand elle s'était dite, n'était point entendue. Enfin, vous n'allez pas vous plaindre, vous qui êtes en pleine forme, vous qui allez lui survivre, c'est elle qui a le droit de se plaindre, elle qui va bientôt mourir d'un cancer à 42 ans. Vous n'avez pas le droit de vous plaindre, vous qui êtes en forme, c'est lui qui a le droit de se plaindre, lui qui est complètement transformé par le traumatisme crânien. Et donc il me semble que mon devoir de philosophe qui s'occupe un peu d'éthique, c'est d'essayer de rendre hommage à ce que les hommes vivent, c'est d'essayer de mettre en mots ce que les hommes vivent. Et depuis bien longtemps, j'essaie de transformer mon chagrin en idée. J'essaie de faire en sorte que cette souffrance des proches, qu'on appelle des aidants aujourd'hui, eh bien, soit entendue, soit écoutée. Créons une sorte de chambre d'écho à la bonne acoustique, un vide de bonne qualité, pour que la souffrance du proche, pour que la souffrance de l'aidant puisse se dire et soit bien écoutée. Voilà ce qui nous réunit ce soir. J'ai donné évidemment à cette causerie L'Espérale un titre un peu surprenant. Portrait d'un aidant fatigué, un après-midi pluvieux d'octobre. Et si j'ai donné ce titre à cette causerie L'Espérale, c'est parce que je vous propose, à titre d'introduction, d'imaginer deux journées complètement différentes de l'aidant. La première journée, eh bien, allez, c'est un beau matin de mai, où l'aidant, en pleine forme, rencontre l'aidé reconnaissant. La deuxième journée, c'est un après-midi pluvieux d'octobre. Bon, on avait mis octobre parce que c'était octobre, il a fait très beau aujourd'hui, c'est un peu raté, mais enfin bon, allez, novembre, on verra quel temps il fait en novembre, où l'aidant est épuisé de fatigue et où il rencontre un aidé agressif. Imaginons ces deux journées un peu prototypiques, entre lesquelles, évidemment, il y a toute une série de journées, tout un dégradé, tout un nuancier de journées. Hein. Mais à titre introductif, imaginons deux journées complètement différentes de l'aidant et essayons de voir quelles conséquences la description de ces deux journées peut nous permettre de tirer. Ce jour, allez, on va le dire au féminin, parce que la plupart des aidants sont quand même des aidantes. Il faudra réfléchir à ça, peut-être en discuter tout à l'heure. Il se trouve d'ailleurs que parfois, elle avait fort bien dormi. Elle ouvre la fenêtre et elle voit que le temps est exactement ce qu'elle avait envie qu'il fût. Oh, qu'est-ce qu'il fait beau à Gaillac ce matin. C'est le merveilleux mois de mai, comme disaient à la fois Heinrich Heine, Robert Schumann et Walt Disney. Hein. Heinrich Heine, im wunderschönen Monat Mai, als alle Knospen sprangen, da ist in meinem Herzen die Liebe aufgegangen. Au merveilleux mois de mai, alors que tous les bourgeons éclosent, l'amour est né dans mon cœur. Et Walt Disney, c'est Bambi, vous savez, au printemps, tous les animaux batifolent. Enfin, il y a une sève universelle. Enfin bon, les arbres ont de la sève, et pas que les arbres, les animaux aussi. Enfin, bref, il fait beau. C'est le merveilleux mai. Elle se prépare, elle déjeune avec son amoureux, et il y a une sorte d'harmonie familiale. Il y a un côté amiricoré. Hein. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, mon amour? Je vais faire ci. Moi, je vais voir ma grand-mère. Bonne journée, on s'embrasse. Elle se regarde dans le miroir et se trouve belle, ma foi. Elle sort dans les rues de Gaillac pour se rendre, je ne sais pas moi, à l'EHPAD où se trouve sa grand-mère, ou au domicile de sa grand-mère. Bon, il fait beau. Elle aime la vie. Elle vit la vie comme un cadeau plutôt que comme un fardeau. Elle se dit que la vie est une merveille. J'aurais pu ne pas être, je ne serais plus, je suis. Quelle merveille. En effet, j'aurais pu ne pas être si ma mère n'avait pas rencontré mon père, s'il ne s'était point aimé, si ça n'avait pas été ce spermatozoïde-là qui serait arrivé en premier à l'ovule, je ne serais pas là. Or, il se trouve que je suis. Oh, quelle chance.
Je ne serai plus car je vais mourir un jour, mais je suis encore. Quelle chance, la vie est un cadeau, une merveille. Elle marche dans le kayak pour se rendre chez son aidé. Un inconnu lui offre des fleurs. Elle arrive au domicile ou à l'EHPAD, qu'importe, on la complimente, on la félicite. Oh, vous venez encore la voir, vous êtes si attentive à elle, si généreuse, c'est si beau l'amour que vous avez pour votre grand-mère ou votre belle-mère ou votre beau-père, etc. Elle entre dans la chambre où bien sûr l'attend une aidée fatiguée par la maladie, altérée par la maladie. Mais cette altération ne laisse pas qu'elle ait quand même la possibilité de lui dire sa gratitude. Oh, j'aime tellement quand c'est toi qui viens. Tu es mon petit rayon de soleil. Oh ben non, je ne fais... Non, 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 tu es mon petit rayon de soleil. Et vous voyez là, on a tout de suite l'image de la jeune main qui rencontre la vieille main. Je ne sais pas le nombre de colloques qui ont pris pour icône introductive. Icône introductive, ça va, c'est pas trop lourd. C'est le dessin que tu mets devant, comme dirait Jolie. Vous savez, la vieille main, bon, qui rencontre la jeune main. Hein. Et la vieille main est à la fois racornie par l'âge, mais en même temps on y trouve un étrange point de douceur, comme une neige à peine fondue. J'ai toujours été, quand j'étais enfant, bouleversé par cette douceur qu'il y avait dans la main de ma mère Claire ou de ma mère Alice. Quand la rencontre de l'aidant et de l'aidé, c'est la rencontre d'une forme et d'une gratitude. Un beau matin de mai, alors là, ma foi, il n'y a aucune difficulté à être aidant. Et ma foi, être aidant, ça peut donner quelque chose comme une joie, comme le sentiment d'une légitimité d'être. Ben, je sais ce que je fais sur Terre, j'aide ma grand-mère, mon père, enfin mon épouse, mon fils handicapé. Quand la rencontre de l'aidant et de l'aidé, c'est, je le répète, un beau matin de mai, la rencontre d'une forme du côté de l'aidant et d'une gratitude ou d'une reconnaissance du côté de l'aidé, alors là, ma foi, tout se passe fort bien. Et là, il n'y a pas de raison d'organiser des cours de philosophie, des cours d'éthique, des formations de l'aidant, des répits. Mais il n'a pas besoin de répit, elle n'a pas besoin de répit, cette aidante-là. De quoi aurait-elle besoin de se reposer, puisque aider est sa joie, vous voyez? Mais ça, c'était ce jour-ci. Il me faut décrire ce jour-là. À savoir qu'on n'est plus un beau matin de mai, mais un après-midi pluvieux de novembre. Et imaginons en effet ce jour où notre aidante s'est réveillée très fatiguée. Elle s'est réveillée encore plus fatiguée qu'elle ne s'était couchée, car elle a connu des moments d'insomnie. Vous savez, ce que Baudelaire décrit comme ces vagues terreurs qui compriment notre cœur comme un papier qu'on froisse. Quand on a des insomnies, eh bien, on exagère la gravité des situations existentielles dans lesquelles on est pris. Hein. On a beau chercher une solution, on n'arrive pas à la trouver. Alors on se retourne sur l'oreiller, on essaie de trouver une place fraîche sur l'oreiller, mais vous savez que la place fraîche sur l'oreiller ne le reste jamais très longtemps. Hein. On dit ça, si je me mets comme ça, je vais dormir. Non. On compte les moutons, on a beau les compter, on ne s'endort pas. Enfin, on est fort angoissé, on a le cœur baudelairien, hein. Ces vagues terreurs qui compriment le cœur comme un papier qu'on froisse. Et elle se réveille donc très fatiguée. Où suis-je? Ah oui, mon Dieu. Bon. Elle ouvre la fenêtre et le temps n'est pas du tout ce qu'elle aurait aimé qu'il fût. Il fait un temps dégueulasse, à Gaillac ou sur Gaillac, comme on dit aujourd'hui. Le petit déjeuner déjà est un peu tendu. C'est plus à Miricorée, c'est déjà... Comment ça, ta mère vient encore dimanche? Et toi, ton frère qui n'apporte jamais de cadeaux? Tension familiale visible. Elle se regarde dans le miroir et ne s'y aime pas. Vous savez ce propos génial de Cocteau, les miroirs feraient bien de réfléchir avant de nous renvoyer notre image. Mais mon Dieu, les miroirs ne réfléchissent pas avant de réfléchir. Ils devraient réfléchir avant de réfléchir. Ils devraient réfléchir parfois au mal qu'ils font. Hein. Mais non, les miroirs ne réfléchissent pas avant de réfléchir. Je ne sais pas, moi, imaginons, elle a fait un régime. Au début, ça marche toujours super bien. Hein. Weight Watcher, I don't know, my accent is not very good. Donc ça marche très bien, elle perd 1 kilo en 6 semaines. Mais après, allez, elle va en week-end chez son tonton dans l'arrière-pays, et ce ne sont que confits de canard, garbure, enfin, flognard, grand vin. Bref, elle reprend tous les kilos qu'elle avait perdus. Quand elle va à son miroir, à sa psyché, vous savez, la psyché, ça veut dire l'âme, c'est le miroir dans lequel les femmes se miraient jadis de pied en cap. Le miroir ferait bien de réfléchir avant de réfléchir, et le miroir la verrait arriver et dire « Oh là 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 !» Et le miroir se défendrait comme celui des foires pour faire apparaître la minceur de jadis, alors qu'elle est vraiment de jadis. Non, les miroirs ne réfléchissent pas avant de réfléchir, et Dieu sait qu'ils nous font mal quand ils nous montrent nos défauts physiques. Bon.
Alors c'est déjà difficile, elle est fatiguée, elle sort dans les rues de la ville pour aller retrouver son aidé. Très vite, elle a affaire à ce que Jean Giono appelle le démon mesquin. Le démon mesquin. Puisque très vite, elle se rend compte que, alors qu'elle a hésité à prendre le parapluie ou pas, elle ne l'a pas pris, il pleut. Alors qu'elle a hésité à mettre ce string-ci ou ce string-là, elle a mis, puis finalement, il est trop court, c'est douloureux. Alors que très vite, c'est ça le démon mesquin, elle se rend compte que sa chaussure droite fuit. Ce floc-floc, elle aura affaire à ce floc-floc toute la journée. Alors j'évoque Giono, écrivain génial qui ne croyait ni à Dieu ni à diable, mais Giono, qui ne croyait ni à Dieu ni à diable, donc il ne croyait pas au démon, a laissé à la toute fin de sa vie un texte absolument génial qui s'appelle Le démon mesquin, où Giono nous dit que le démon, qu'elle ne croyait pas, hein, bref, l'être qui voudrait que l'on ne fasse pas ce qu'on doit faire et que nous fassions ce que nous ne devons pas faire. J'étais pas clair, vous me le diriez. Mais là, j'évoque simplement Saint Paul, hein, je ne fais pas le bien que je voudrais faire et je fais le mal que je voudrais ne pas faire. J'évoque Saint Paul et aussi Eddie Mitchell, parce qu'il y a une chanson d'Eddie Mitchell. Pardonnez cette confidence, cette confession. Mes amis m'ont offert pour mon dernier anniversaire l'intégrale d'Eddie Mitchell. Bon, c'est vrai qu'il y a quelques chansons absolument géniales d'Eddie Mitchell. La couleur mentalo, là, qu'est-ce qu'il y a, la dernière séance, enfin quand même l'intégrale. Alors pour rendre hommage à l'amitié de mes amis, j'écoute de temps en temps quelques chansons, elles ne sont pas toutes géniales. Et il y en a une où Eddie Mitchell reprend exactement le propos de Saint Paul, « Je ne fais pas le bien que... » Et alors en effet, le démon, celui qui voudrait que nous ne fassions pas le bien que nous devons faire, à l'endroit de notre aidé, hein, et que nous fassions le mal que nous ne devons pas faire, comme dit Giono, le démon est mesquin. Le diable se loge dans les détails, n'est-ce pas? Et Giono, en effet, nous dit qu'il ne faut pas du tout croire que le démon ait jamais les traits que la tradition lui a donnés. La tradition a donné au démon des traits hideux, espèce de monstre terrible, vous savez, qui s'en souffre et qui vous dirait « Fais le mal ! Laisse tomber cette vieille salope qui t'a de toute façon jamais aimé. D'accord, c'est ta mère, mais quand même. Bon, il est tellement désagréable, il sent tellement mauvais, allez, confie, mets-le dans une... » Non, si le démon se présentait à nous sous les traits hideux que la tradition lui a donnés, on ne ferait pas le mal qu'il veut que nous fassions, n'est-ce pas? Et en effet, Giono dit que le démon est mesquin, c'est-à-dire qu'il s'introduit dans tous les petits détails de la vie. Et dans la vie quotidienne d'un aidant, il y a justement toutes ces petites mesquineries du réel, voyez, qui justement font que la figure héroïque, hein, ou la figure sainte, bah, c'est difficile de les assumer. Jean Giono, dans Le démon mesquin, dit « Le démon mesquin, c'est quand vous arrivez épuisé dans une chambre d'hôtel après avoir raté un train, raté un bus, épuisé, vous voulez dormir, et tout d'un coup, le robinet goutte. » Là, c'est le démon mesquin. Le démon mesquin, c'est quand la chaussure est trop petite. Le démon mesquin, c'est quand il n'y a pas de papier au cabinet. C'est Gainsbourg qui disait ça. Vous savez, Gainsbourg répondant au questionnaire de Proust, c'est Gainsbourg qui interviewe Gainsbourg. Dis donc, Tigane, quel est pour toi le comble du malheur? Et l'autre avait répondu, l'absence de papier cul. Bon. Le démon mesquin, c'est justement quand on est fatigué, qu'il pleut, qu'on a un string un peu serré, qu'on a la chaussure droite qui fuit, et qu'aucun inconnu ne nous offre des fleurs. Ce que vous regardant, je trouve un véritable scandale, mais enfin voilà. Et donc elle marche dans les rues de Gaillac, elle est fatiguée, elle vit l'existence plutôt comme un fardeau que comme un cadeau. C'est-à-dire que la conscience du fait qu'elle aurait pu ne pas être et qu'elle ne le sera plus, bien loin de fomenter en elle la joie d'être, fomente en elle le désespoir d'exister. Si je n'étais pas clair, vous me le diriez, je vais aller un peu vite là. Mais en effet, j'aurais pu ne pas être. Mon père aurait pu ne pas rencontrer ma mère. Elle aurait pu refuser de lui donner son 06 ou son 07 au dernier moment. Ou alors elle lui aurait donné faux, ça arrive parfois. Ça y est, elle lui a donné le bon numéro, c'est pas gagné. Hein. Si 9 mois avant votre naissance, il ne s'était rien passé, où aurait fini ce spermatozoïde-là? Ça y est, il se passe quelque chose, c'est pas gagné non plus. Hein. Woody Allen a montré dans un film génial tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le sexe sans jamais oser le demander, qu'il y a une course des spermatozoïdes à l'ovule. Hein. Et si ça n'avait pas été ce spermatozoïde-là qui serait arrivé en premier, vous ne seriez pas là. Quel dommage. Et donc, elle se dit, j'aurais pu ne pas être, mais contrairement à l'aidante heureuse du beau matin de mai, elle se dit,
J'aurais pu ne pas être, est-ce que ça vaut le coup d'être? Est-ce que ça vaut le coup d'être? Gainsbourg a fait chanter à Birkin, dans le dernier disque qu'il a composé pour elle, après leur séparation, ses vers, je trouve que c'est carrément de la poésie absolument sublime, avec cette difficulté d'être, il aurait mieux valu peut-être ne jamais naître. Attention, c'est sublime ça. Et puis elle pense aussi à sa mortalité, je ne serai plus, je suis encore avec cette difficulté d'être. Ne vaudrait-il pas déjà ne plus être? Et donc la conscience de sa contingence et de sa mortalité, bien loin de fomenter chez elle la joie d'être, fomente chez elle le désespoir d'exister. L'existence n'est pas un cadeau, mais un fardeau. Quelque chose pèse sur ses épaules. Une fatigue qui n'est pas simplement une fatigue provisoire à laquelle pourra remédier une bonne nuit de sommeil ou un peu de vitamine C, du magnésium, je ne sais, bon. Mais non, une fatigue d'être soi. Une fatigue d'être soi. Je suis fatigué d'être moi-même. Puis, une fatigue d'être. Une lassitude d'être. Avec cette difficulté d'être, il aurait mieux valu ne jamais naître. Avec cette difficulté d'être, il vaudrait mieux déjà ne plus être. Donc elle est fatiguée, de mauvaise humeur, elle a affaire au démon d'Esquin, se floque dans la chaussure droite, et la chaussure gauche est sèche. Si les chaussures étaient mouillées, ça ferait une symétrie, ça irait. Mais la sécheresse du pied gauche sera encore plus insupportable, la moiteur du pied droit. Et elle arrive, je ne sais où, à l'EHPAD ou au domicile, où l'attend l'être qu'elle doit aider, et bien loin de rencontrer un aidé gratifiant, reconnaissant, elle rencontre un aidé agressif, acrimonieux, ingrat, qui n'a d'autre manière de montrer sa souffrance que l'agressivité. Vous voyez ? Je trouve très profond le passage du dessin animé Kirikou, où Kirikou, vous savez, a enfin réponse à la question qu'il pose depuis le début du dessin animé, à savoir pourquoi Caraba, la sorcière, est-elle méchante. Alors là encore, affaire de génération, mais j'avais accompagné mes enfants voir ce dessin animé. Kirikou n'est pas grand, mais il est vaillant. Kirikou, mon ami, nous a redonné la découverte. Et donc, c'est une sorcière qui s'appelle Caraba, qui est très méchante, qui tyrannise un petit village africain. Et il se trouve que Kirikou demande à tout le monde pourquoi Caraba, la sorcière, est-elle méchante. Personne n'a réponse à la question posée. Sauf le grand-père, car quand Kirikou retrouve son grand-père, il lui pose la question. Grand-père, pourquoi Caraba, la sorcière, est-elle méchante? Réponse du grand-père, parce qu'elle souffre, Kirikou. Vous savez qu'elle a une épine qui lui est plantée dans la nuque, qui lui fait tellement mal, qu'elle n'a d'autre manière de montrer sa souffrance que par l'agressivité. Alors attention, la souffrance ne légitime en rien l'agressivité. Hein. Je ne suis pas en train de dire que la violence subie légitime la violence agie. Et que parce que on voit tous ses cheveux tomber quand on était une belle femme à la chevelure opulente, on a le droit d'être odieuse avec ses proches. Je ne suis pas en train de dire que, alors qu'on a perdu ses facultés parce qu'on a un traumatisme crânien, on a le droit d'être odieux avec ses proches. Hein. Non, la souffrance ne légitime pas la méchanceté, mais elle l'explique. Et il est vrai que parfois, celui qui souffre, l'aider, n'a d'autre manière d'exprimer sa souffrance que l'agressivité. Et en effet, lorsque la rencontre de l'aidant et l'aidé, c'est un beau matin de mai, la rencontre d'une forme et d'une gratitude, alors là, le métier d'aidant, à supposer qu'on puisse appeler ça un métier, peut être une joie, une manière de se révéler soi-même. Et je n'oublie pas que le métier d'aidant peut donner des joies. J'aurais jamais cru être capable de cela. J'ai été capable de cela. Et je reçois d'elle une gratitude, une reconnaissance, parfois très discrète, mais un petit geste, un petit sourire, une main qui se serre. Ça peut être quelque chose de très beau, un beau matin de mai, parce que je suis quand même assez en forme. Et puis elle est pleine de gratitude. Eh oui, mais il y a aussi des moments où la rencontre de l'aidant et l'aidé, c'est un triste après-midi pluvieux de novembre, la rencontre d'une fatigue, d'une mauvaise fatigue du côté de l'aidant et d'une agressivité du côté de l'aidé. Et c'est précisément parce que j'ai eu longtemps ce chagrin de voir que la souffrance de l'aidant fatigué, épuisé, pas reconnu, un triste après-midi de novembre, justement, ne soit l'objet d'aucune considération, hein, que je me réjouis fort qu'aujourd'hui on commence à se soucier d'aider les aidants, n'est-ce pas, hein, de faire en sorte que leur souffrance ne soit pas en souffrance, voyez,
mais que quelque chose comme une chambre d'écho à la bonne acoustique, un vide de bonne qualité soit créé pour qu'on puisse entendre justement cette souffrance des aidants. Et alors, c'est précisément à la fatigue des aidants que je veux consacrer mon industrie dans cette causerie vespérale, car je crois que parmi les douleurs des aidants, bon, elles ont bien des visages, hein, mais il y a essentiellement cette fatigue, cet épuisement, cette lassitude, là encore pas assez considérée. Alors, je parlais d'une mauvaise fatigue des aidants. C'est donc qu'il existe peut-être une bonne fatigue des aidants. Alors, peut-être que les aidants sont en pleine forme. Bon, ça c'est quand même assez rare, hein. Mais allez, imaginons qu'il n'ait quand même pas la mauvaise fatigue que je viens d'écrire, et imaginons qu'ils aient de temps en temps de bonnes fatigues. Je crois en effet que toutes les fatigues ne sont pas mauvaises. Et même si c'est à la mauvaise fatigue des aidants que je vais me consacrer, un petit mot quand même sur la bonne fatigue, notamment des aidants. Alors, là encore, il ne faut pas séparer la bonne et la mauvaise fatigue selon un cadastre trop bien découpé. Il y a toute une série d'intermédiaires, mais j'espère que les aidants de notre assemblée connaissent cette bonne fatigue. Car toute fatigue n'est pas mauvaise. Il y a des fatigues qui sont bonnes, avant que de parler de celles que j'imagine pouvoir être celles des faut que je me calme, je sais pas pourquoi. Le syndrome d'agitation adolescente. À mon âge, c'est quand même embêtant. La bonne fatigue des aidants, un petit mot plus général sur la bonne fatigue. Oui, ça existe, la bonne fatigue. La bonne fatigue, c'est par exemple la fatigue du sportif vainqueur. C'est la fatigue de l'amoureux victorieux. C'est la fatigue de l'aidant qui a l'impression du devoir accompli, du travail bien fait, et qui sent son aide reconnue, gratifiée, voire célébrée. Voilà évidemment trois personnages très fatigués, parce que pour gagner le match, il a fallu courir 80 minutes après un ballon ovale ou 90 minutes après un ballon rond. Et bien à la fin du match, on est évidemment épuisé, perclus. De même, à la fin d'une nuit d'amour, on est légitimement fatigué. Vous avez peut-être connu de ce genre de nuit d'amour où l'on cueille dans les bras de sa bien-aimée les doux fruits d'amour. Et d'un coup, je fais un climat plus intime là. On s'endort finalement parce que bon, les corps ont un peu de lassitude, mais au bout d'un certain temps, l'un des deux se réveille et réveille l'autre. Et de nouveau, on cueille les doux fruits d'amour dans les bras de sa bien-aimée ou de son bien-aimé, selon d'autres protocoles, d'autres procédures. À la fin d'une nuit d'amour comme ça, on est fatigué, on a très peu dormi, bien sûr, on a donné beaucoup de force, mais c'est une bonne fatigue. De même, le troisième personnage aussi est fatigué. Oui, aider, c'est fatigant, ça demande beaucoup d'efforts. Alors pas simplement physique, hein, porter, laver, mais surtout moraux. Écouter, essayer de comprendre ce qu'il dit, qu'est-ce que veut dire ce cri, qu'est-ce que c'est que cette demande, lui ai-je fait mal, lui ai-je pas fait du bien. Donc trois personnages fatigués, oui, mais pas trois personnages fatigués d'une bonne fatigue. Car la joie de la victoire, la joie de l'amour, et le plaisir moral d'être un aidant, d'être un bon aidant, eh bien, prépare déjà la restauration des forces qui ont été perdues dans le jeu, dans l'amour et dans le soin. En effet, quand on a bien joué et gagné le match, quand on a bien aimé, je ne vais pas dire gagner le match, mais enfin, quand on a bien aidé, eh bien, on est fatigué, mais on connaît une bonne fatigue parce qu'on va dormir du sommeil du juste. Et le sommeil du juste, c'est un sommeil qui n'a pas besoin d'être très long pour être réparateur, vous voyez. Et en effet, je reprends rapidement les trois personnages. Pour gagner le match, il a fallu tout donner. Et à la fin du match de rugby, eh bien, ils ne devraient plus pouvoir courir, marcher même, tellement ils ont tout donné. Oui, mais la joie de la victoire fait qu'ils se sautent dans les bras l'un de l'autre, qu'ils font un tour d'honneur et qu'ils font une troisième mi-temps, vous voyez. La joie de l'amour, fait que, après une nuit d'amour, bien sûr, on n'a pas beaucoup dormi, mais quand on repense à ce qui s'est passé, elle m'aime, je l'aime, bon, et puis c'était bon. Et bien là encore, on a une joie qui est dilatatrice. C'est pour ça que j'évoquais Chirac. L'angoisse, c'est la rétractatio animae et corpori. L'ami Christophe
latin, le grec, là, il faut que je relève un peu le défi. Et donc, vous savez bien que les pères de l'Église disaient que angustia est retractatio animae corpori. C'est-à-dire que l'angoisse, c'est la rétractation de l'âme et du corps. Alors que laetitia est dilatatio animae et corpori. Alors que la joie, c'est la dilatation de l'âme et du corps. Alors en effet, quand on est angoissé, on est rétracté. Angoisse, ça vient du latin angustia, qui veut dire le resserrement, l'étroitesse, la gêne, l'étranglement. Pourquoi? Parce que angustia vient soi-même de angere, A-N-G-E-R-E, un verbe latin qui veut dire serrer, étrangler, lequel verbe latin a donné angoisse, mais aussi angine. Et l'angine, qu'elle soit de la gorge ou de la poitrine, c'est toujours un resserrement, vous voyez. Ben, l'angoisse aussi, c'est un resserrement, une rétractation de l'âme et du corps. Quand on est angoissé, vous voyez, on est rétracté. Quand on est angoissé, on est centripète. Alors que quand on est joyeux, on est centrifuge. C'est la dilatation de l'âme et du corps. Ce n'est pas des adjectifs que vous employez souvent au sujet des êtres humains. Je ne pense pas que sous le marché couvert de Gaillac, vous ayez entendu souvent une dame, Madame Carsenac, dire « Tiens, j'ai vu Madame Le Chose, elle était très centripète. J'ai vu Monsieur Truc, il était complètement centrifuge. » Et cependant, quand on est angoissé, on est centripète. Voilà pourquoi Baudelaire est le plus grand poète de l'angoisse. Quand le ciel bas et l'eau pèse comme un couvert. Quand on est angoissé, vous voyez, tout va vers l'intérieur. Alors que quand on est joyeux, on est au contraire centrifuge. Et voilà pourquoi La Fontaine est le plus grand poète de la joie. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie. Il ouvre un large bec et laisse tomber sa proie. Cependant, j'ai sucré un vers dans ma citation du corbeau et du renard, car La Fontaine dit « À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie. » Et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec et laisse tomber sa proie. Mais je crois que même s'il n'y avait pas eu la ruse que vous savez chez le renard, hein, même s'il n'y avait pas eu de fromage, même s'il n'y avait pas eu de libido camemberti chez le renard, même s'il n'y avait pas eu l'habileté du renard qui dit « Si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. » Et c'est la raison pour laquelle il va chanter « À ces mots le corbeau ». Je suis sûr qu'un homme très joyeux, un homme qui ne se sent pas de joie, ouvre un large bec. Et en effet, imaginez que demain matin, à côté de la machine à café, alors non pas le bolos du coin, mais enfin le sexe symbole absolu de l'hôpital, enfin, viennent vers vous, vous regardent un peu bizarrement. Pourquoi tu m'as comme ça? Je sais pas, je te trouve un charme aujourd'hui. Non, sans mentir, si ton... Tu sais ce qu'il m'a dit? Et de même, la joie, c'est aussi la jouissance sexuelle, c'est une dilatation animae et corpori. Et donc, en effet, quand on ne se sent pas de joie, on ouvre un large bec. À ces mots, le corbeau ne sent pas de joie, il ouvre un large bec. À ces mots, le Chirac ne se sent pas de joie, il ouvre naturellement un large bec et laisse tomber sa proie. Eh bien, la joie d'avoir gagné le match, la joie d'aimer et d'être aimé, déjà restitue les forces. Il n'y a plus beaucoup de force, on n'a plus de force quand on a joué 80 minutes, quand on a aimé toute la nuit. Et cependant, on est tellement joyeux que les quelques forces qu'on a, elles sont déjà dilatées, et que par conséquent, il n'y a pas besoin de dormir longtemps pour retrouver les forces perdues dans le jeu, dans l'amour. Alors je ne pense pas que quand on est aidant, on a autant de joie que le sportif vainqueur, ou que l'amant aimé. Il ne me semble pas que le métier d'aidant soit un métier où on aille d'orgasme en orgasme. Bon, mais ceci dit, et pour citer Kant, je pense que l'aidant peut avoir de temps en temps, éprouver de temps en temps ce que Kant appelle le plaisir moral. Ce que Kant appelle le plaisir moral, un plaisir assez rare dans la vie, qui fait que de temps en temps, on a l'impression d'avoir été comme on devait être. Kant dit, dans la critique de la raison pratique, qu'il y a toujours un écart entre ce que l'homme est et ce qu'il devrait être. De cet écart entre ce que l'homme est et ce qu'il devrait être, Kant nous a fait toute une philosophie. De même qu'il nous arrive de dire « il m'en a fait une coqueluche », eh bien Kant nous a fait toute une philosophie de cet écart entre ce que l'homme est et ce qu'il devrait être. Kant d'ailleurs dit, il a peut-être tort, que ce qui distingue les animaux et les hommes, c'est justement ça. C'est que les animaux adultes sont des animaux parfaits. Ils sont exactement comme ils doivent être. Le phacochère adulte réalise parfaitement bien la phacochéricité. Seulement, quand on les regarde, on trouve qu'ils ont une tronche immonde, mais sous specie naturae, du point de vue de la nature, ils sont absolument parfaits.
J'imagine pas un phacochère à la fin de la journée dire « Ah, j'ai pas été très bon là, je suis pas très beau quand même ». Non, l'animal adulte est un animal parfait. Aucun homme ne peut dire qu'il est un homme parfait. Et si l'un ou l'une d'entre vous se levait et disait « Moi je suis un aidant parfait », il ferait immédiatement la preuve du contraire. Car dire qu'on est parfait, c'est être orgueilleux. Et l'orgueil est un vice, c'est QFD. N'est-ce pas? Même Alain Delon a avoué il n'y a pas longtemps qu'il n'était pas parfait. Puisqu'il a dit « Bon, toutes les chances ne sont pas égales au départ. Et c'est vrai que je plaisais. Cependant, j'ai peut-être tous les dons sauf celui du bonheur. » Et c'est vrai qu'il paraît que, c'est le moment voici de mon exposé, il paraîtrait que Alain Delon n'a pas le don du bonheur, alors que Belmondo, là, j'ai lu ça une nuit d'insomnie chez un ami, il n'avait rien à lire, tout d'un coup je prends un livre de Michel Drucker, et il y a un chapitre sur Delon et Belmondo, où il dit j'ai toujours connu Jean-Paul heureux. Même aujourd'hui, vous savez, Belmondo avec l'hémiplégie, avec la béquille, oui, il arrive à un enchantement, la vie est une merveille. Delon, non. Il dit j'ai déjà vu Alain désespéré, joyeux, infiniment tendre, délicat, odieux, je ne l'ai jamais vu heureux. Et en effet, si Delon avoue qu'il n'est pas parfait, avouons que nous ne sommes pas parfaits. Il y a toujours un écart entre ce que l'homme est et ce qu'il doit être. Cependant, Kant nous dit qu'il nous arrive dans nos vies de temps en temps d'éprouver l'heureux plaisir moral d'être comme nous devions être. Le plaisir moral, c'est ça, c'est le sentiment d'une justesse. Pour une fois, j'ai été exactement comme je devais être. Alors, c'est un sentiment que Kant nomme le plaisir moral, qui ne dure pas très longtemps. Ne croyez pas que le métier d'aidant, c'est un métier où on va de plaisir moral en plaisir moral. Non, bien souvent, on se dit, j'ai pas été comme je devais être. On se fait des reproches à soi-même. Là, peut-être j'étais indifférent. Là, je l'ai brutalisé. Peut-être je lui ai fait mal, je ne sais pas. Et puis j'aurais peut-être dû me lever, ou je me suis trop levée, je suis trop présente, ou pas assez présente, trop près, je laisse tranquille, je l'épuise. Donc c'est rare qu'on ait le sentiment d'être comme on doit être, mais je vous souhaite cette bonne fatigue de l'aidant, ce que Kant appelle le plaisir moral d'une justesse, voyez, être une bonne surprise pour soi-même. J'ai été impeccable, j'ai été exactement comme je devais être. Alors ça ne dure pas, de temps en temps, bien comme aidant, on sera toujours. Le plaisir moral ne dure pas. Plaisir moral ne dure qu'un instant. Chagrin moral dure toute la vie. C'est pas du Kant, mais enfin bon. Et en effet, ça me rappelle un Desproges génial, Pierre Desproges, la minute de Monsieur Cyclopède. Pasteur a inventé la pasteurisation, le docteur Desmorales a inventé la démoralisation. Petite histoire de la vie du docteur Desmorales qui illustre la chose. Alors, on voit la concierge qui est en train de passer le balai. Puis on voit le docteur Desmorales, c'est Pierre Desproges, qui descend, et la concierge lui dit « Beau temps, hein ?» Et le docteur « Ça ne durera pas. » Il a inventé la démoralisation. Et bien de même, ça ne durera pas. Ça ne durera pas toute la vie, ce sentiment que vous avez, je l'espère parfois, et je l'espère souvent, d'être un aidant juste. À ce moment-là, vous avez le plaisir moral. Donc, vous êtes parfois très en forme. Enfin, au bout d'un certain temps, quand on est aidant, on n'est pas très en forme. Et je vous souhaite la bonne fatigue. Et cette bonne fatigue, alors qu'il n'est pas forcément contemporaine d'une joie dilatée, mais je l'espère contemporaine d'un plaisir moral, celui de la justesse, eh bien, font que, même si c'est dur, même si c'est pas une bonne nouvelle, qu'elle perde ses cheveux, qu'il soit traumatisé, qu'il puisse plus marcher, qu'il bave, qu'il fasse sous lui, même si c'est pas une bonne nouvelle, même si c'est dur, je suis comme je dois être, et ma foi, je suis reconnu. Mais il y a malheureusement la mauvaise fatigue. Et je crois malheureusement que cette mauvaise fatigue des aidants, oui, elle a longtemps été un peu méconnue. Et pour prendre Alors oui, la bonne fatigue, je dirais que c'est une fatigue du corps, mais pas de l'âme. Je ne suis pas dualiste, enfin, tout le monde s'en fout, que je sois dualiste ou pas. Mais je n'oppose pas le corps et l'âme de manière cadastrale. Mais pour aller vite, eh bien, je dirais que la bonne fatigue, c'est quand le corps est fatigué, mais quand l'âme est encore fraîche, voyez. Mon âme a gagné le match. Enfin, plutôt, il y a dans mon âme le souvenir de la victoire du match, il y a dans mon âme le souvenir d'un amour partagé, il y a dans mon âme le souvenir d'une justesse morale, d'un plaisir moral, et donc le corps était très fatigué, mais l'âme est fraîche. Ça, c'est la bonne fatigue. La mauvaise fatigue, c'est au contraire quand et le corps et l'âme sont fatigués. C'est une lassitude. Et alors à cette lassitude d'être soi, voire d'être, qui fait que fomente en vous parfois des pensées peu amènes. J'en peux plus.
j'en peux plus. J'ai presque envie qu'il meure, parce que c'est insupportable de voir ce qu'il est devenu et de voir ce qu'il me fait. Et bien, cette mauvaise fatigue-là, quel remède trouver? La bonne fatigue trouve dans le repos son remède. On dort du sommeil du juste. Qui connaît la mauvaise fatigue, au contraire, ne va pas trouver dans le repos son remède parce qu'il va dormir du sommeil de l'injuste. Et je forme cette formule, vous voyez, par symétrie. Sommeil du juste, sommeil réparateur. Sommeil de l'injuste, sommeil qui n'est pas réparateur. En effet, c'est vague terreur qui comprime le corps comme un papier qu'on froisse. Et alors là encore, 3 exemples. Le sportif vaincu, l'amant qui n'est pas victorieux, et surtout l'aidant qui n'est pas reconnu. L'aidant qui sent en lui fomenter des possibilités de maltraitance. Alors, je ne vais pas sur le même plan, mais rapidement, voilà 3 personnages qui connaissent la mauvaise fatigue, en effet. Et en effet, le simple fait d'avoir perdu le match, eh bien, tout d'un coup, fait tomber une chape de plomb, vous voyez, sur les épaules de celui qui a perdu. J'évoquais la dilatatio animae corpori de Chirac. Il faudrait évoquer la rétractatio animae corpori du même Chirac en 2006, quand la France perd en finale, le coup de boule de Zidane, tout ça. Quand on a perdu le match, on est accablé. On a vu récemment Mbappé, vous voyez, allongé sur la pelouse et ne plus pouvoir se lever. Accablement. L'amant qui n'est pas victorieux. Je ne vais pas faire un dessin. Enfin, alors que justement, au merveilleux mois de mai, tous les bourgeons éclosent, et que dans mon cœur, l'amour aussi naît. Alors qu'au merveilleux mois de mai, tout batifolent, vous savez, au début de Bambi, enfin, c'est pas au début, c'est quand le printemps revient. Tous les animaux batifolent. Alors, vous avez une sève universelle, hein. Les ruisseaux qui étaient contenus par la glace jaillissent. La sève monte dans les arbres, et pas que dans les arbres, parce que les animaux, eux aussi, alors vous avez des animaux qui copulent, vous avez Pampan et Bambi, un peu nobles, qui méprisent ces animaux. Qu'est-ce que c'est que ça? Puis Pampan rencontre une lapine, et bon, Bambi, le prince de la forêt, va pas se laisser aller ce genre de choses, et puis lui aussi, bon. Imaginez justement ce que peut éprouver un homme qui n'y arrive pas. Il y a une turgescence universelle, et moi je ne la connais pas. Et on se sent exilé, vous voyez, quand on n'y arrive pas, ou alors quand on aime quelqu'un qui ne nous aime pas. Et puis plus sérieusement, en effet, l'aidant fatigué, un triste après-midi pluvieux de novembre, qui ne se sent pas reconnu dans ce qu'il fait, et qui n'en peut plus, qui souffre à n'en pouvoir le dire, à ne pouvoir se plaindre. Parce que justement, il n'ose pas se plaindre, parce que qui a légitimé à se plaindre? Le patient, le soigné, et non pas lui. Et alors lui, en effet, connaît une très mauvaise fatigue, une fatigue qui fait qu'en effet son cœur devient ambivalent, voire clivé, comme disent les psychanalystes. Alors je parle sous le contrôle peut-être des psys de l'Assemblée. L'ambivalence, c'est le fait de passer d'un sentiment à l'autre, mais on oscille. Hein. Le clivage, c'est le fait qu'on a les deux en même temps. Vous voyez? Et alors en effet, il y a une ambivalence dans le cœur du soignant. Il y a un moment où je me dis vite que ça s'arrête, ça sera une délivrance. Et à ce moment-là, je ferai les voyages en Égypte que je n'ai pas osé faire, mais que j'aimerais bien faire, mais immédiatement, au fond du cœur, revient un autre sentiment contradictoire qui est non, je veux pas qu'il meure, laissez-le-moi encore un peu, mon amoureux, comme dit Edith Piaf. Connaissez peut-être ces ambivalences du cœur des aidants. Une partie de moi a envie que ça s'arrête, une partie de moi veut que ça continue, une partie de moi de temps en temps a envie de le frapper, une partie de moi a envie de le caresser. Je m'approche d'elle ou de lui et je ne sais pas si ce que j'ai envie de faire c'est de lui serrer le kiki ou au contraire de l'embrasser. Alors ambivalence, c'est que je passe d'un sentiment à l'autre. Clivage, c'est que les deux sont en même temps. Eh bien, il y a des ambivalences et des clivages du cœur, même chez les aidants les plus aimants, les plus amoureux. Et c'est là justement que quand ces ambivalences ou ces clivages du cœur des aidants fatigués de mauvaise fatigue, eh bien, ne sont pas entendus, ne peuvent pas se dire. C'est là que justement quelque chose comme une très mauvaise fatigue s'installe de plus en plus. Et il me semble capital justement qu'il y ait, c'était tout à l'heure là, des endroits où on puisse justement partager ces sentiments ambivalents, ces sentiments clivés. Parce qu'au fond, si un aidant n'arrive pas à dire les ambivalences de son cœur, s'il n'arrive pas à dire sa mauvaise fatigue, s'il souffre à n'en pouvoir se plaindre, à ne pouvoir le dire,
eh bien, il risque au fond de croire qu'il doit continuer. Et pour continuer, vous l'avez un peu suggéré, Christophe, je crois qu'il y a deux figures qui lui sont présentées, la figure de l'aidant héroïque et la figure de l'aidant saint. Je crois que, alors on parle surtout des aidants familiaux ou naturels, hein, n'est-ce pas, mais vous avez fait allusion aux aidants professionnels. Bon, très souvent, on entend des paroles de ce genre. Ce qu'elle fait pour son mari, c'est héroïque. Ce que vous faites pour tous ces petits patients en maison d'accueil spécialisée, c'est saint. Hein. Sanctification de la figure de l'aidant, héroïsation de la figure de l'aidant. Et il est vrai que quelles que soient les différences qu'il y a entre la figure de héros et la figure du saint, ils ont un point commun, le héros et le saint, c'est que même épuisés de fatigue, ils continuent d'être comme ils veulent être, ils continuent d'être comme ils doivent être. Je disais plus haut qu'il y a toujours un écart entre ce que l'homme est et ce qu'il doit être. Entre ce que l'homme est et ce qu'il veut être. Je disais tout à l'heure que l'homme n'est jamais parfait. Mais justement, la figure du héros et la figure du saint sont des figures très intéressantes, puisque le héros et le saint sont des personnages qui, même épuisés de fatigue, continuent d'être comme ils doivent être, continuent d'être comme ils veulent être. Et justement, j'aimerais pas que notre société exige des aidants qu'ils soient des héros ou des saints, parce que les aidants ne sont que des hommes. Et un homme, quand c'est épuisé de fatigue, ben oui, ça sent des pulsions agressives venir en lui. Je ne crois pas qu'on en aura fini avec la maltraitance dans nos établissements, ou dans nos maisons, ou dans nos cuisines, ou dans nos arrière-cuisines, ou dans nos chambres. Je ne crois pas qu'on en aura fini avec la maltraitance une fois qu'on aura éloigné des patients, éloigné des aidés, éloigné des malades, ceux qu'on pourrait appeler les maltraitants professionnels. C'est-à-dire les pervers, vous savez, ceux qui ont un plaisir à maltraiter. Régulièrement, on entend parler d'un soignant, d'un infirmier, ou d'un père ou d'une fille qui a maltraité un patient, un malade. Vous voyez, on a laissé mourir de faim un pauvre enfant handicapé, on a tabassé la vieille, on a mis des piqûres et on a tué je ne sais pas combien de vieilles dames dans un EHPAD. Bon, ça existe ça, hein. Ça existe peut-être, les maltraitants professionnels, les pervers. Ceux qui, après avoir maltraité, n'ont aucun regret ou remords d'avoir maltraité, même un secret plaisir. Et je crois que même si on arrivait à chasser de nos établissements, de nos chambres, les maltraitants professionnels, c'est pas pour ça que la maltraitance disparaîtra. Parce que même le meilleur des soignants, même la plus aimante des filles, même le plus adorant des pères, de temps en temps, dans un temps de grande mauvaise fatigue, peut se laisser aller à des gestes de maltraitance. Hein. Par exemple, ce cri qui revient régulièrement dans la pièce. Hein. Va, 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 va. Tu vas voir, ça va recommencer dans 2 minutes, j'en peux plus, j'en peux plus. Va, va, va. Et puis j'ai l'impression que moi qui suis proche, c'est moi qui me prends tous les coups. Parabole du fils prodigue, vous savez. Hein. C'est souvent l'aidante, la fille qui est la plus proche, qui est là tout le temps, qui se prend plein de coups. Et lorsque le frère qui habite à Paris ou aux États-Unis arrive, il est accueilli comme le fils prodigue. Hein. Lui, il a, bon, et même des reproches sont faits. C'est terrible ça, quand on est l'aidant le plus proche, vous voyez, d'être le plus maltraité. Mais c'est normal. Bon. Et donc je crois en effet que même chez l'aidant le plus aimant, le plus amoureux, le plus vigilant, eh bien de temps en temps, il y a des tentations de maltraitance. C'est des gestes qui viennent, alors qui vont être regrettés après, mais qui auront eu lieu. Et je crois en effet qu'il faut se méfier d'une héroïsation ou d'une sanctification de la figure de l'aidant. Le saint, eh bien, même fatigué, il continue d'être comme il doit être, il continue d'être comme il veut être. Rappelez-vous ce que disait Corneille au sujet du saint des saints, c'est-à-dire du Christ. Il sait dans la fatigue être sans lassitude. Quelque charge qu'il porte, il n'en sent point le poids. Il sait rendre léger les plus puissants fardeaux. Alors voilà ce que dit Corneille au sujet du Christ. Vous savez que dans le dogme chrétien, le Christ est vrai homme, vrai Dieu. Mais à mon avis, il faut vraiment être un Dieu pour, quand on est épuisé de fatigue, ne jamais être là. Et le Christ, il sait dans la fatigue être sans lassitude. Quelque charge qu'il porte, il n'en sent point le poids. D'après les chrétiens, le Christ porte sur ses épaules le péché du monde. À mon avis, depuis le temps, ça doit être assez lourd quand même. Hein. Eh bien, pouf, il sait rendre ça tout léger, d'une pichenette de la volonté, ça. Mais nous autres qui ne sommes pas de vrais dieux, mais de vrais hommes, nous ne savons pas dans la fatigue être sans lassitude.
Et quand nous sentons sur nos épaules le poids de l'épuisement, ben, nous ne savons pas le rendre tout léger. Donc nous ne sommes pas des saints. Nous ne sommes que des hommes. Vous savez, vous avez peut-être remarqué que nos enfants ou nos petits-enfants sont insupportables quand ils n'ont pas assez dormi. Hein. On sait tous ça. Hein. Alors nous, on a, paraît-il, atteint l'âge de raison, donc nous, quand on est fatigué, on essaie de ne pas être insupportable. En tout cas avec nos collègues de bureau. Hein. À la maison, c'est pas pareil. Hein. Mais quand même, ce phénomène qui fait qu'il est difficile de pratiquer les vertus d'Aristote quand on est épuisé, ben, il continue de fomenter en nous. Essayez de pratiquer les vertus d'Aristote quand vous êtes épuisé de mauvaise fatigue. Les vertus d'Aristote, c'est le courage, la patience, l'altruisme. Essayez de les pratiquer quand vous êtes épuisé de fatigue. Quand on est épuisé de fatigue, on est facilement lâche hein, et pas courageux. On est facilement impatient. Vous avez vu quand vous arrivez, vous faites la queue au Carrefour Market et que vous êtes crevé. C'est beaucoup plus difficile d'être patient. Un homme épuisé est facilement égoïste parce qu'il doit se porter lui-même. Alors je dois en plus porter les autres. Et donc nous ne sommes pas des saints, nous ne savons pas dans la fatigue être sans lassitude. Nous ne sommes pas non plus des héros. Et en effet, rappelez-vous de ce héros un peu magicien, le baron de Munchausen. Vous savez, il y a une scène assez drôle où le baron de Munchausen s'avance dans une clairière d'un pas très sûr. Malheureusement, les sables y sont mouvants. Et le baron de Munchausen s'enfonce progressivement dans les sables mouvants. Et je trouve que les sables mouvants, c'est une bonne métaphore de la fatigue. Parce que vous savez que tous les efforts qu'on fait pour ne pas sombrer nous font sombrer plus vite. Et là, de même, la difficulté de la fatigue, c'est que lutter contre la fatigue est fatigant. Le remède accroît le mal. Et puis surtout, la fatigue, elle ressemble à des sables mouvants parce qu'elle est mielleuse. Elle nous englue de tous côtés. On peut combattre un ennemi puissant quand il se présente face à soi. C'est ainsi que David l'a emporté contre le puissant Goliath. David est tout frêle, c'est le petit prince juif, j'avais le géant Goliath, et David voit arriver Goliath, il invente la fronde et hop, il le dégomme. On peut éventuellement se battre contre son cancer. Vous savez, au début, quand on sait bien ce qu'on a un protocole, on peut dire tel François Mitterrand sortant de l'hôpital Cochin un jour en 1992, après qu'il lui révélé à la France qu'il souffrait de ce cancer, donc en fait il souffrait déjà depuis 11 ans, on peut dire c'est un combat à mener contre soi-même. Mais en fait, quand on est épuisé de fatigue, par exemple, quand la chimio a déjà agi, ben, on ne peut pas être dans les métaphores du combat. Et en effet, le problème de la fatigue, c'est qu'elle ne vient pas de face, sinon elle vient de partout. La fatigue, elle vient d'en haut. Et on dit qu'on sent le poids de la fatigue sur ses épaules. Elle vient de derrière, c'est-à-dire qu'on dit qu'on en a plein le dos. Il y a même une autre expression. La fatigue, elle vient d'en dessous. C'est-à-dire qu'on tombe de fatigue et qu'on sent le sol se dérober sous nos pieds. Comment voulez-vous l'emporter contre un ennemi qui vient de partout? Même le puissant Gulliver, le géant de Swift, a été réduit à rien par les Lilliputiens parce qu'il en vient de partout. Alors vous avez des Lilliputiens qui arrivent face à Gulliver, Gulliver les dégomme. Le problème, c'est qu'il y en a qui arrivent d'en haut, de derrière. Et résultat, il est mis à rien, réduit à rien. Ben, la fatigue est engluante comme des sables mouvants. Alors le baron de Munchausen s'enfonce dans les sables mouvants. Alors la tête résiste, hein. La tête essaie de résister, c'est du genre, j'en peux plus, j'ai envie de la frapper, j'ai envie de la mettre tout de suite dans une maison, alors je lui ai promis, jamais je ne te mettrai dans une maison. La tête essaie de résister. Et il y a un moment où la tête passe avec le reste. Et vous savez comment le magicien héros Munchausen va se sortir des sables mouvants de la fatigue? En se tirant lui-même par les cheveux. Et pauvre, il sort des sables mouvants, petit saut périlleux, même pas mal, je suis un aidant héroïque. Ce qui prouve qu'il avait des cheveux, et non pas une moumoute, ou un toupet, ou alors rien du tout, ce qu'on appelle un cal, enfin bon. Mais non, on ne se sort pas des sables mouvants de la fatigue par un décret de la volonté, du genre, allez, je lui avais dit que jamais je la mettrais dans une maison, je la mettrai jamais dans une maison. Je vais l'accompagner jusqu'au bout, parce que je l'accompagnerai jusqu'au bout. Non. Pour sortir des sables mouvants, il faut trouver une branche. Or, ce dont nous avons besoin, étant épuisés de mauvaise fatigue, que nous sommes parfois un triste après-midi pluvieux de novembre, c'est d'une main. Et j'espère que vous ne trouverez pas une main glissante, du genre, bah, tu l'as voulu, tu l'as eu, hein. Ah, bah, c'est ton mari, donc tu t'en occupes, hein. Ou c'est ton fils, bah, tu vas pas être une mauvaise mère quand même. Non, j'espère. Ou alors carrément quelqu'un qui vous met le pied sur la tête, hein. Oh, c'est dégueulasse, tu l'as mis dans une maison, tu l'as abandonné. Non, espérons qu'on trouve une main ferme. Et cette main ferme, c'est justement celle d'un aidant qui est un autre aidant,
et de tous ces dispositifs, en effet, qui viennent enfin et qui atténuent mon chagrin. Les idées sont les succès d'années des chagrins, mais quand un chagrin se transforme en une idée, il fait déjà moins mal et déjà donne un peu de joie. Alors, j'ai pas une dilatation de la mèche du corps, comme je disais tout à l'heure. Cependant, comment ne pas avoir une immense gratitude pour tout ce qui s'invente aujourd'hui et qui s'appelle aide aux aidants. Je finirai cependant juste par une petite inquiétude. C'est que il me semble que tous ces dispositifs-là n'auront pas l'efficacité qu'on attend d'eux si ceux qui les proposent ne sont pas attentifs justement à ce qui se passe de complexe dans le cœur des aidants. On vous offre par exemple une semaine de répit, une semaine où vous pouvez aller en voyage. Oui, mais si vous partez avec une mauvaise conscience, si vous êtes suspendu au téléphone, si lorsque vous rentrez, on vous fait des reproches, eh bien cette semaine n'aura servi à rien et peut-être aura aggravé les choses. Voyez ? Qu'est-ce que le répit s'il n'est pas accompagné de ce que j'appellerais un répit psychique, c'est-à-dire d'une sorte de possibilité de repos, de décantation de l'âme et pas simplement du corps. C'est justement quand qu'on arrive à proposer à l'aidant des moments de rêverie, des moments d'abandon, des moments de décantation de son âme, que là vraiment les stratégies du répit, les stratégies de l'aide sont véritablement efficaces. Parce que si c'est uniquement... Alors je ne dis pas du tout que l'aidant n'ait pas besoin de choses absolument fondamentales, comme l'aider, enfin remplacer pour les soins, pour qu'il puisse aller lui-même chez le médecin, pour qu'il puisse... qu'on puisse l'aider à remplir les papiers, tout ça est absolument capital, hein, toutes ces aides matérielles. Mais toutes les aides matérielles offertes à l'aidant, à mon avis, risquent de ne pas apporter le répit de l'âme qu'on voudrait qu'elles apportent, si justement il n'y a pas une attention fine, une écoute tendre à ce qui se passe dans le cœur de l'aidant. Et je terminerai là aussi en disant à la fois combien je suis d'accord avec ce que disait Christophe, et en même temps, pourquoi même si en effet l'amour peut tout, eh bien cette vie reste quand même, la vie de l'aidant, une vie difficile. Je suis d'accord avec vous. De quoi ont besoin les aidants? D'amour, qu'ils soient soignants, aidants professionnels ou proches, aidants naturels ou familiaux. Et il est vrai que ce qui nous donne l'impression que la vie est un cadeau et non pas un fardeau, c'est l'amour. C'est une conclusion qu'on trouve aussi bien chez Blaise Pascal que chez Johnny Hallyday. Hein. Finalement, on a tous besoin d'amour. Mais en effet, il me semble que ce qui singularise l'homme dans la création, je le disais plus haut, c'est qu'il est le seul vivant à savoir qu'il aurait pu ne pas être et qu'il ne sera plus. Résultat, il est le seul vivant à chercher une légitimation au fait qu'il soit et qu'il soit comme il est. Vous n'avez pas demandé à être, hein. Vous n'avez pas été consulté avant d'avoir été embarqué dans cette aventure. Hein. Vos parents ne vous ont pas demandé, alors tu veux y aller ou pas? Je ne sais pas, c'est comment la vie. Et là, vous verriez depuis l'utérus que la vie, c'est quoi? C'est une soirée de septembre sur une terrasse en Toscane, avec les amis les plus charmants du monde. Les épaules des femmes sont encore un peu bronzées, mais on y met son manteau. Les vins sont somptueux. Ah oui, là j'ai envie d'y aller. Oui, mais on verrait depuis l'utérus qu'il y a aussi des soirs de gastro-entérite. On verrait depuis l'utérus qu'un jour, après qu'on aura dit à quelqu'un « je t'aime », on entendra « moi aussi je t'aime, embrasse-moi ». Mais on verrait aussi des soirs où on prend la main « mais qu'est-ce que tu fais ?» Je t'aime, je ne veux pas briser notre belle amitié. Par conséquent, nous n'avons pas demandé à être, et nous n'avons pas demandé à être comme nous sommes. Sinon, nous demanderions tous des modifications, hein, plus ou moins superficielles. J'espère là encore que vous vivez l'existence comme un cadeau et non pas comme un fardeau, mais chacun d'entre nous, s'il pouvait en rajouter un peu ici, en enlever là,
physiquement ou moralement. Bon, nous n'avons pas demandé à être, nous n'avons pas demandé à être comme nous sommes, et je crois que c'est la raison pour laquelle chacun, sachant contingent et mortel, chacun est à la recherche d'une légitimation au fait qu'il soit comme il est. Or, je crois qu'on ne peut pas s'auto-légitimer. La seule légitimation qui vaille du fait que je sois et que je sois comme je suis, c'est l'autre, et c'est l'amour de l'autre. Et peut-être encore plus bellement que Pascal ou que Johnny, qui l'a dit sinon Jean Gabin? Vous vous souvenez que Gabin, à la fin de sa vie, est retourné dans les studios pour chanter. Lui qui, dans sa jeunesse, était chanteur et danseur, a cessé de chanter et de danser pendant toute la carrière qu'on sait, mais quelques semaines avant sa mort, il ne savait pas, il est mort brusquement. Gabin entre dans les studios pour chanter la fameuse chanson « Je sais ». Quand j'étais gosse, au Comme Trois Pommes, je parlais bien fort pour être un homme. Je disais « Je sais, je sais, je sais, je sais ». Et quand j'ai 18 ans, j'ai dit « Ça y est, maintenant je sais. L'amour, les parfums et les roses. Tiens, oui, l'amour, j'en avais fait tout le tour. Heureusement, au milieu de ma vie, j'ai encore appris. Comme les copains, j'avais pas mangé tout mon pain. Il y a 60 coups qui viennent de sonner à l'horloge. Je regarde par ma fenêtre et je m'interroge. Je sais qu'on ne sait jamais. » Alors ça se fait plaisir aux philosophes parce que c'est du Socrate. Si, la seule chose que je sache, c'est que le jour où quelqu'un nous aime, il fait très beau. Je ne peux pas mieux dire. Il fait très beau. Et la voix abîmée à la fois par l'âge et les cigarettes, car le père Gabin fumait 5 paquets de clopes à la fin de sa vie. Gabin, après qu'il a dit le jour où quelqu'un nous aime, il fait très beau, ajoute « C'est encore ce qui m'étonne dans la vie, moi qui suis à l'automne de ma vie. On oublie tant de soirs de tristesse, mais jamais un matin de tendresse. » Et il est vrai que je vous souhaite ces matins de tendresse ou ces soirs de tendresse où votre fonction parfois épuisante d'aidant va trouver sa légitimation. Ce petit remerciement, ces petites mains qui se ressemblent, qui s'assemblent, oui, l'amour peut tout. Mais avouez que s'il est facile d'aimer son aidé, un beau matin de mai quand on est en pleine forme et qu'il est gratifiant, avouez que c'est parfois beaucoup plus difficile de continuer d'aimer son aidé quand il s'agit d'un triste après-midi pluvieux d'octobre-novembre et qu'on rencontre un aidant agressif. Difficile? Oui, mais pas impossible. Pas impossible si on ne laisse pas seul l'aidant fatigué, l'aidant épuisé. On dit dans la langue française qu'une lettre qui n'a pas trouvé son destinataire est une lettre en souffrance, renversant l'expression. Je dis qu'il n'y a pas de pire souffrance que celle qui ne trouve pas son destinataire, que la souffrance qui ne peut se dire ou qui n'est point entendue. Puisse cette causerie vespérale participer à l'écoute de la souffrance des aidants. Ça serait pas mal. Merci de votre attention. Alors, je ne sais pas s'il y a encore le temps de petites questions, objections, commentaires. Je ne sais pas du tout quelle heure il est. Vous avez mis votre réveil, moi j'ai complètement oublié. Il était très tard. Si un témoignage ou si une question, vous voyez, j'allais dire le jour, en tout cas le soir, n'hésitez pas à nous la formuler et nous essaierions d'y répondre évidemment. Difficile hein, de reprendre la parole après une telle intervention. Mais oui, très bien. Juste une chose, merci beaucoup de ce que vous avez dit dans cette soirée. Vraiment, merci. Merci, ça me touche beaucoup. Merci. Si je peux me permettre de rajouter quelque chose, puisque vous avez dit que dans cette soirée, il y avait peut-être principalement des femmes. En 2009-2010, je me suis occupé de ma maman qui est décédée fin courant octobre 2010, juste avant que je sois opéré d'un cancer de la mâchoire. Et pendant ces 2 ans, j'allais dormir tous les soirs chez elle. Je repartais le matin chez moi à 15 km, après qu'elle ait pris son petit déjeuner, et en attente d'une femme de ménage.
je revenais le midi pour la faire manger, je retournais chez moi pour ma sieste. Très important la sieste, et vous l'avez reprécisé, effectivement. Et le bonheur de faire une sieste, pour ceux qui n'y succombent pas, je trouve ça dommage. Donc, laissez-vous aller à cette sieste, ne serait-ce qu'un quart d'heure. Et je revenais le soir pour la faire manger, je dormais. Et en 2009, j'avais déjà fait la moitié du chemin de Compostelle les 2 années précédentes. Et au mois de septembre, ma sœur, mes frères, ma tante m'ont dit « Écoute, tu pars, tu as encore 900 km à faire, tu vas les faire, on va te remplacer, on va se relayer pour te remplacer. » Et c'est vrai que tous les jours, ma maman m'appelait « Alors, Georges, t'es où? T'as dormi où? Qu'est-ce que t'as mangé? Comment ça va? » Ah, maman, lâche-moi, écoute, je suis là sur ce chemin, je suis ailleurs, ne t'en occupe pas. Mais c'est vrai que je m'en suis occupé jusqu'au bout, jusqu'au moment où elle a senti, je pense qu'elle a senti effectivement que j'étais malade. Et quand on a essayé d'envisager une maison de retraite, elle ne l'a pas supporté, très certainement, mais elle ne m'en a jamais parlé. Et que 15 jours avant que je sois opéré, j'étais allé la voir le samedi et je lui dis « Maman, demain, ce soir, je revenais juste d'avoir fait les courses. » J'ai dit « Tu te fous de moi, maman, ou quoi là? Qu'est-ce que je fais tous les jours? »« Ah ouais, mais toi, c'est pas pareil. » Et bon, ça m'a fait marrer. Et c'est vrai que régulièrement, je la remettais en place. On a parlé d'un tas de choses, entre autres de la mort. Et de la mort, de la finitude de chacun d'entre nous à partir du moment où nous naissons. Et je me souviens d'une réflexion de ma sœur qui disait « Mais c'est pas vrai, vous parlez de la mort ?» Et ma mère dit « Écoute, c'est normal, ça va bien m'arriver un jour ou l'autre, non ?» Et je crois que c'était important. Et toutes ces choses que j'ai apprises d'elle, sur ce qu'elle avait vécu auparavant, alors que bon, j'avais passé des années de pension hors de ma famille, je crois que j'en ai appris beaucoup plus que mes frères et sœurs dans ces 2 dernières années. Voilà, bon, c'était mon témoignage, excusez-moi d'avoir été un peu... Merci. La formule de Lévinas, le philosophe Emmanuel Lévinas que Christophe citait, la spéculation sera toujours en retard sur le témoignage. Et votre témoignage est si éloquent que mes spéculations sont presque secondaires. Les chemins de Compostelle sont peut-être un peu les chemins de la sainteté, mais vous n'êtes pas un saint. N'exagérons pas, mais vous n'êtes pas un saint, puisque vous avez dit votre humanité dans ces petits agacements. La sieste, bien sûr, mais la sieste est-elle possible quand on est sur le qui-vive? Bien sûr que la sieste est le... Alors, quand on se sent juste, on dort du sommeil du juste. C'est le repos dans lequel on se coule, on se glisse. Aussi heureux que Alexandre le Bienheureux dans le film d'Yves Robert, vous savez, quand Noiret dit il faut prendre le temps, il faut prendre le temps de prendre son temps. Et alors Noiret qui s'endort dans son lit, génial, mais c'est parce qu'il dort du sommeil du juste. Mais quand on est aidant, parfois la sieste n'est pas de très bonne qualité, parce qu'on est suspendu à son souffle, à sa fausse route, à son cri qui vient, ou à son silence qui voudrait dire qu'elle est morte, vous voyez. Et du coup, cette sieste, ou alors c'est la sieste de quelqu'un qui tombe comme une souche, vous voyez. Et quand on tombe comme une souche, on ne sait pas glisser dans le sommeil réparateur, joyeux, mais on est tombé comme une souche, comme une masse. Et quand on se réveille, on ne sait plus où on est. Et puis, on a fait des cauchemars, vous voyez. Donc, bien sûr que la sieste est une merveille, mais magnifique que vous ayez eu ces siestes vraiment réparatrices, mais tous les aidants ne les ont pas. Et sinon, votre témoignage est absolument merveilleux, et vous n'êtes pas loin de la sainteté, mais en même temps pas. Merci, cher homme, d'être ce que vous êtes. Ah bah, si vous voulez que je vous fasse un mot pour vos proches.
on termine peut-être par Jean de La Fontaine. Je voudrais que l'on quitte la vie comme on quitte un banquet, que l'on file son paquet et que l'on dit merci. Je vous dis merci, je fais mon paquet et je vous invite au banquet.